L'informatique n'est pas une abstraction éthérée. Elle est un acte physique, contraint par l'espace et le temps. Lorsque nous analysons la machine de Turing, nous n'étudions pas seulement des mathématiques, mais la friction thermodynamique du calcul. Aujourd'hui, nous démontons le mythe de l'accès immédiat pour révéler la réalité coûteuse de la mémoire séquentielle. Pour comprendre le tri sur bande, il faut revenir à la crise des fondements de 1936. Alan Turing ne crée pas simplement un outil logique, il opère une anthropologie du calcul. Il postule qu'un agent fini, qu'il soit humain ou mécanique, ne peut observer qu'une portion locale de l'univers à un instant T. Cette contrainte de localité est l'axiome fondateur de toute complexité temporelle. Comparons deux mondes. À gauche, la machine à accès aléatoire, ou RAM. C'est un modèle téléologique. Il suffit de vouloir une donnée pour l'obtenir instantanément. À droite, la machine de Turing. C'est un modèle topologique. La distance existe. Pour lire la milliardième case, il faut physiquement traverser le milliard de cases précédentes. Le coût du transport de l'information devient une variable explicite. Cette contrainte spatiale a un prix précis. Les théorèmes de simulation nous enseignent que réduire l'architecture de plusieurs rubans à un seul impose une pénalité quadratique dans le pire des cas. Pour simuler le mouvement indépendant de plusieurs têtes de lecture sur une bande unique, la machine doit effectuer des allers-retours incessants pour décaler les données. C'est ce coût de gestion qui explose le temps de calcul. C'est ici qu'intervient le scénario du tri sur ruban. Imaginez devoir trier des pétaoctets de données avec une mémoire vive minuscule. Sur une bande magnétique, comparer deux nombres ne coûte rien. Ce qui coûte cher, c'est de déplacer la tête de lecture, ou pire, de rembobiner la bande. L'algorithme ne doit plus optimiser le nombre de comparaisons, mais minimiser la cinétique de la machine. La solution historique la plus élégante à ce problème mécanique et mathématique, le tri polyphasé. Au lieu de distribuer les données équitablement, nous les déséquilibrons délibérément selon les nombres de Fibonacci. Pourquoi ? Parce que cela garantit mathématiquement qu'au moment précis où un ruban se vide, il devient immédiatement disponible pour recevoir le résultat de la fusion suivante. C'est une chorégraphie parfaite qui élimine les temps morts de rembobinage. Nous devons introduire une nouvelle métrique, la complexité de renversement, notée D-reversal. Combien de fois la machine doit-elle changer de direction ? C'est une mesure de l'usure mécanique et de l'énergie. Un tri naïf change de direction n fois. Un tri optimal sur ruban multiple ne le fait que logarithme de n fois. La différence n'est pas juste temporelle, elle est énergétique. Pourquoi le ruban unique est-il si lent ? Visualisez une frontière au milieu de la bande. Si la liste est inversée, chaque bit de données à gauche doit passer à droite. La tête de lecture ne pouvant transporter qu'une quantité finie d'informations à la fois, elle doit faire la navette n fois. C'est la théorie des séquences de croisement. Le goulot d'étranglement n'est pas le processeur, c'est le débit à travers cette frontière imaginaire. Cette analyse nous mène à une conclusion épistémologique radicale. Il n'existe pas d'algorithme universellement efficace. L'efficacité est une relation entre la structure logique du problème et la topologie de la mémoire. Ne croyez pas que c'est de l'archéologie. Le big data moderne a ressuscité la contrainte du ruban. Les systèmes comme Hadoop ou Spark favorisent les lectures séquentielles car les accès aléatoires tuent les performances. Nous sommes revenus aux fondamentaux. Le tri-fusion externe est le descendant direct de ces techniques. Il ne s'agit plus de gérer des bandes physiques, mais d'optimiser le débit sur des disques distribués en évitant les sauts coûteux.